Mesdames et messieurs, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans le cadre de la chaire Jean Monnet qui se rapporte au conflit commerce-environnement. La semaine passée, nous avions abordé dans une première interview la question des principes généraux du droit de l'environnement et plus précisément leur nature, leurs effets et leurs fonctions. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle interview qui va cette fois porter sur l'interaction qui prend place entre les différents modèles épistémologiques auxquels se rattachent les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution. Pour nous en parler, je me trouve en présence de Nicolas de Sadelheer, qui est le titulaire de la chaire Jean Monnet et qui est également professeur de droit européen et de droit de l'environnement à l'Université Saint-Louis de Bruxelles et à l'Université catholique de Louvain. Nicolas de Sadelheer, bonjour. Enchanté. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans plusieurs de vos ouvrages, vous avez mis en interaction les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution, et on peut dire que ces principes se rattachent à des modèles épistémologiques qui eux-mêmes interagissent. Oui, assurément. Oui, assurément, il y a des rapports. Ces principes ne peuvent pas être perçus en isolation technique, ils s'épaulent les uns les autres, et donc ils permettent de mettre le droit de l'environnement en action, en mouvement. Ils orientent l'intervention des pouvoirs publics selon un certain nombre de finalités. Face aux phénomènes spectaculaires de pollution qui sont apparus à partir des années 50 et le débat qui s'en est suivi, est-ce que vous pourriez nous dire quel type de réaction est-ce que cela a appelé de la part des pouvoirs publics ? Oui, pendant longtemps, on a véhiculé l'idée selon laquelle la nature est un réservoir inépuisable de ressources naturelles. Il suffisait de laisser agir les phénomènes naturels, selon l'adage « The solution to a pollution is dilution », pour effacer le mal écologique. La nature procurait toutes les ressources disponibles. En même temps, elle parvenait à gommer les excès qui étaient commis au titre de la croissance économique. Et donc, les erreurs du moment présent pouvaient toujours être effacées grâce aux progrès techniques ou technologiques. Bien entendu, à un moment donné, surtout après la Seconde Guerre mondiale, le temps humain a rattrapé, je dirais même a dépassé le temps naturel. Véritable Prométhée déchaîné, l'homme a disposé d'une maîtrise incontestée sur la nature. La croissance s'est faite au détriment des écosystèmes. Et donc cette multiplication de pollutions spectaculaires a conduit les pouvoirs publics à développer une approche curative visant à gommer les maux les plus significatifs. Dirigiste, interventionniste, l'État ne pouvait ignorer les pollutions. Et donc, en réaction aux excès du progrès, les pouvoirs publics en Europe et en Amérique du Nord ont agi en assainissant, en remédiant, en remettant de l'ordre, en réintroduisant des espèces qui avaient disparu. Et donc, dans ce schéma curatif, les éléments naturels apparaissent constamment indemnisables, compensables, remplaçables, dédommageables. Donc la réparation est véritablement le paradigme de cette approche curative. Vous venez de nous parler donc du premier modèle, qui est le modèle curatif. Est-ce qu'on peut le rattacher à un principe déterminé ? L'approche curative s'est rapidement traduite par l'émergence, voire la reconnaissance du principe du pollueur-payeur au sein de deux organisations internationales. D'une part, en 1972, au niveau de l'OCDE, et d'autre part, à partir de 1974, par la Commission européenne des communautés économiques européennes de l'époque. Et donc, le principe du pollueur-payeur trouve un terreau tout à fait propice dans cette approche visant à remédier aux pollutions les plus spectaculaires. J'imagine que ce premier modèle curatif n'est pas parfait. Quel constat est-ce qu'on peut en tirer ? Oui, il est loin d'être parfait parce qu'on pollue, on va dépolluer. Le fait de dépolluer présente un coût assez significatif. La dépollution, par ailleurs, n'est pas toujours réalisable sur un plan technique. La réponse est a posteriori, alors que l'on pourrait s'attendre à des interventions a priori. Qui plus est, une logique indemnisatrice va buter sur un grand nombre d'obstacles allant de la canalisation de la responsabilité, allant de l'imputation de la responsabilité à des problèmes
de dédommagement dans le cas de pollution historique ou de pollution diffuse. Dès lors, devant les imperfections du modèle curatif, l'on a redécouvert les vertus de l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». On a retrouvé un certain bon sens dans la mesure où il est plus efficace et assurément moins coûteux de prévenir l'émergence d'un risque, l'émergence d'un dommage, que de remédier à ses conséquences les plus néfastes. Et dès lors, il s'agit moins de compenser des pertes inéluctables causées à l'environnement ou à la santé humaine que de réduire la probabilité de l'occurrence d'un risque. Vous nous avez parlé d'un deuxième modèle, à savoir le modèle préventif. Alors à nouveau, je présume que ce modèle n'est pas optimal. Est-ce que lui aussi rencontre certaines limites? Le modèle préventif trouve ses assises dans une confiance aveugle dans la science. Il tire sa force d'un savoir scientifique, mais il rencontre aussi ses limites, car on ne prévient que les risques que l'on connaît, que l'on maîtrise. Et en fait, la science pose sans doute davantage de questions qu'elle ne parvient à en résoudre. Plus elle sait, plus elle assume les limites de son savoir. La seule certitude dans beaucoup de disciplines scientifiques est peut-être l'incertitude. Aussi, endormi pendant longtemps dans la croyance d'un avenir toujours plus certain, notre civilisation occidentale s'est réveillée brutalement au début des années 80 par l'épreuve d'une vulnérabilité tout à fait inattendue qui s'est traduite notamment par les risques d'exposition aux substances chimiques, par les dérèglements climatologiques, par une série de grandes catastrophes très spectaculaires dans les installations industrielles. Et donc ceci marque clairement qu'à partir du début des années 80, l'on constate que les experts scientifiques ne peuvent pas seulement livrer aux décideurs un lot de certitudes, que leurs analyses, que leur expertise, que leur évaluation des risques montrent un degré d'incertitude relativement élevé, quelles que soient les matières, que ce soit les questions de la gestion de la biodiversité à la lutte contre le réchauffement climatique. Et face à toute cette incertitude, ne croyez-vous pas alors que les pouvoirs publics devraient anticiper les risques? Oui, assurément. Donc à partir des années 80, il y a toute une réflexion qui se développe au niveau du programme des Nations Unies de l'environnement, au niveau du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne, quant à la nécessité d'embrasser non plus seulement une approche préventive, mais aussi une approche anticipative. Donc il conviendrait d'anticiper l'occurrence de risques de dommages graves ou significatifs qui pourraient être causés tantôt à l'environnement, tantôt à la santé humaine, que de se donner le temps d'analyser l'évolution des phénomènes scientifiques, mais de se retrouver 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard avec des dommages quasiment irréparables. Donc progressivement, cette logique anticipatrice vient à accompagner la logique préventive qui s'est développée à partir des années 60. Est-ce qu'on peut affirmer que le modèle anticipatif dont vous venez de nous parler est lié au principe de précaution? Oui, le principe de précaution se rattache à ce modèle anticipatif. Le principe de précaution est sans doute le principe le plus récent dans un certain nombre d'ordres juridiques. À titre d'exemple, les auteurs de l'acte unique européen qui avait amendé le traité de Rome de 1957 avait énoncé une série de principes, dont celui de la prévention, celui du pollueur-payeur, mais avait omis de consacrer le principe de précaution. Et donc il a fallu attendre le milieu des années 80 pour voir le principe de précaution consacré dans l'ordre juridique de l'Union européenne, de par son inscription à l'article 191, paragraphe 1er du traité sur le fonctionnement de l'Union. Est-ce qu'on peut en conclure bien que finalement les différents modèles se sont substitués les uns aux autres? Oui et non. Ma réponse sera peut-être un peu plus nuancée. Assurément, il y a une succession temporelle. Dans un premier temps, à la découverte des pollutions les plus spectaculaires, les pouvoirs publics développent une approche, je dirais, très, très curative. Cette approche rencontre ses limites.
Par la suite, les pouvoirs publics, à partir des années 70, vont élaborer toute une série de dispositifs, de mécanismes de nature préventive, mais qui rencontrent eux-mêmes leurs limites en raison de la découverte d'une incertitude croissante liée aux émissions, aux substances chimiques, à l'essor de l'énergie nucléaire. Et ceci conduit alors les pouvoirs publics à épouser une logique davantage anticipatrice dans laquelle émergera le principe de précaution. Donc il y a d'un côté une certaine continuité, mais par ailleurs ces trois principes, pollueur-payeur, prévention, précaution, s'épaulent constamment les uns les autres. Il n'est pas possible de mener une politique préventive sans se doter des moyens financiers nécessaires, et ces moyens financiers seront glanés grâce à des régimes d'écofiscalité, de redevances environnementales, au titre du principe du pollueur-payeur. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, le principe de précaution et de prévention vont quasiment de pair. Il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre ces deux principes. Merci beaucoup Nicolas Desadeler pour votre intervention et pour toutes ces précisions. C'est ici que se termine cette deuxième interview consacrée aux assises épistémologiques des principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution. La semaine prochaine, l'interview portera sur un principe qui figure parmi les principes les plus importants du droit de l'environnement. Il s'agira du principe du pollueur-payeur. Si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas à consulter le site internet de la chaire Jean Monnet, Trade vs Environment, où vous pourrez trouver de nombreux textes pertinents sur le sujet. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.